Madame la rapporteure pour avis qui est là. Nous attendons d'autres collègues qui vont arriver. Néanmoins, je ne souhaiterais pas qu'on commence en retard parce que nous avons 4 auditions cet après-midi d'1 heure. Et nous commençons donc pour cette première heure jusqu'à 15 heures par l'audition de 2 associations, Enfance et Partage et La Voix de l'Enfant. Sur ce texte, ce projet, j'imagine que vous avez, dont vous avez évidemment pris connaissance, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Je vous propose, mesdames, messieurs, de vous exprimer dans un premier temps. Vous pouvez prendre une quinzaine de minutes. Vous êtes 2 par association, donc une quinzaine de minutes par association. Et puis après, nous échangerons entre nous par des prises de parole ou des questions. Nous commençons par Enfance et Partage, si vous voulez bien. Donc, Madame Christiane Ruel, présidente, nous vous écoutons, je vous en prie. Il faut appuyer sur votre micro, parfait. Voilà. Bonjour mesdames et messieurs. Depuis 35 ans, Enfance et Partage, association reconnue d'utilité publique, protège, défend et accompagne les enfants victimes de toute forme de mauvais traitement et leurs familles. Elle a créé en 1988 le premier numéro vert d'écoute et de recueil des situations d'enfants en danger. Les principales missions de l'association s'articulent autour de l'écoute, de la prévention, du conseil et du soutien aux enfants victimes. Écoute et conseil au numéro vert, soutien psychologique avec l'appui d'une trentaine de psychologues cliniciens, accompagnement juridique et constitution de partie civile en lien avec 50 avocats spécialisés, administrateurs ad hoc, prévention et information sur la maltraitance et les droits des enfants. C'est en s'appuyant sur cette expérience en matière de téléphonie sociale et dans le cadre de ces actions de prévention et d'information qu'Enfance et Partage décide en 2008 de créer le premier numéro vert d'aide et de soutien à la parentalité, Allo Parents Bébé. Allo Parents Bébé s'adresse aux femmes enceintes, parents, grands-parents et proches de l'enfant jusqu'à 3 ans et aux professionnels de santé de la petite enfance. Ce numéro s'inscrit directement dans le cadre des actions de prévention mises en place par le gouvernement et les professionnels de l'enfance, c'est-à-dire le plan de la périnatalité qui souligne l'importance d'intervenir au plus tôt dans la relation parent-bébé afin de déceler les signes qui pourraient affecter cette première relation, mais également la loi de mars 2007 qui insiste sur l'importance de la prévention et la relation parent-enfant. Pour aller plus loin et répondre aux attentes de nombreux parents qui appellent plusieurs fois, nous avons décidé en février 2012 de mettre en place une ligne de soutien personnalisé. Ainsi, Allo Parents Bébé propose aux parents des rendez-vous d'aide et de soutien avec une écoutante en particulier qui devient un interlocuteur unique. Pour nous, s'interroger sur ce projet de loi sur le mariage homosexuel, c'est s'interroger sur ses conséquences, notamment à l'égard de la question de l'adoption des enfants par des couples homosexuels. Notre association n'affichant aucune obédience politique, philosophique ou religieuse, nous ne pouvons exprimer qu'un avis sur l'intérêt de l'enfant. Selon l'article 18 de la Convention internationale des droits de l'enfant, les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les 2 parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents, ou le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant. Cet article doit guider notre action et notre réflexion au regard des droits des enfants à être élevés par ses 2 parents. Pourquoi ? Car nous sommes aujourd'hui face à une réalité, quoique apparemment difficile à chiffrer, de façon exacte, entre 40 000, chiffre de l'INSEE, et 200 000 selon le défenseur des enfants.
Ces enfants vivent dans des familles homoparentales où seul un parent a des droits. Ces enfants, comme tous les autres, ont le droit de pouvoir compter sur leurs deux parents, de pouvoir être protégés par eux, de se revendiquer enfants des deux. Nous leur devons un statut, une reconnaissance et par là une protection, surtout s'il risque d'y avoir une séparation et un héritage suite à un décès. Nécessité d'une reconnaissance juridique de la réalité homoparentale. Les multiples réformes du droit de la famille ont eu lieu depuis 2 siècles. Le droit de la filiation a été profondément bouleversé au XXe siècle. Les droits des enfants naturels adultérins, terme qui n'existe plus, ont été reconnus progressivement. Le concubinage a été reconnu, le Pacs a été adopté. Aujourd'hui, dans notre société, il n'existe pas une famille, mais des familles. Monoparentales, familles recomposées, homoparentales, hétéroparentales. Dans chacune d'elles, les enfants doivent avoir les mêmes droits. Les familles homosexuelles font partie de ces familles. Notre société doit donner à leurs enfants les mêmes droits. La réalité homoparentale comme une autre manière de faire famille. Le droit doit se pencher ainsi sur les réalités sociales et s'y adapter. Enfance et partage dans le cadre d'Allo Parents Bébés devra être en mesure de pouvoir aider demain un couple homosexuel en difficulté avec un bébé au même titre qu'un couple hétérosexuel, et ce, au regard de l'intérêt de l'enfant. Réfléchir sur ces nouvelles parentés ou parentalités nous a amené à vouloir organiser durant l'année 2013 une journée autour de cette thématique et principalement autour de l'homoparentalité. Réfléchir sur l'évolution de la famille, de la filiation, des rôles parentaux, dont l'homoparentalité n'est qu'un aspect. Notre intervention nous paraît légitime. Elle ne porte que sur les conséquences pour l'enfant de l'adoption et que sur les conséquences sur le psychisme de l'enfant. Mais nous remettons aux travaux des spécialistes tout en soulignant le rôle primordial des parents, mais aussi des professionnels, enseignants, éducateurs et des associations dans le travail d'accompagnement autour de la notion des différences. L'éducation réside pas seulement dans la filiation, mais dans la transmission de l'amour. Or, c'est cet amour, cette attention qui va aider un enfant à se construire. Et au regard de tout ce qui se passe dans notre association, il est à dire que par rapport aux familles qu'on va dire normales, nous n'avons jamais eu aucune trace de problèmes dans des familles homoparentales. Voilà, c'est la parole d'Enfance et Partage. On applique aujourd'hui 2 principes, tolérance et humanité. Voilà, mesdames et messieurs, j'en ai terminé. Merci, madame. J'imagine que vos propos susciteront évidemment des questions pour approfondir sans doute davantage le sujet. J'ai perdu mon papier pour la suite. Voilà. La Voix de l'Enfant, madame, j'avais perdu votre nom, je vais vous dire. Donc, madame Martine Brousse, vous êtes présidente de La Voix de l'Enfant, et docteur Bernard Cordier, vous êtes vice-président. Vous partagez peut-être la parole ou voilà. Donc, à vous la parole. Merci. Merci d'abord de nous avoir invités à nous exprimer. Comme vous le savez, La Voix de l'Enfant, et je vais être rapide sur cette question, est une association fédérative qui a plus de 30 ans, qui est animée par 78 associations de protection de l'enfant en France et dans le monde, et qui traite l'ensemble des questions relatives aux enfants. Et comme nos amis d'Enfance et Partage, bien entendu, la réflexion que mène La Voix de l'Enfant depuis 7 ans maintenant sur ces questions d'adoption, de recueil d'enfants par des couples de même sexe est une préoccupation qui anime nos rencontres annuelles depuis 7 ans, rencontres annuelles auxquelles participent les associations membres, mais aussi l'ensemble de nos professionnels, tels que, comme le docteur Cordier,
et beaucoup de pédopsychiatres, de magistrats, d'avocats, de policiers, d'enseignants, de travailleurs sociaux, de psychologues, psychothérapeutes. Donc cette réflexion que nous menons depuis un certain nombre d'années nous permet aujourd'hui avec beaucoup d'humilité, parce que c'est un sujet tellement difficile, de vous dire en tous les cas que la voix de l'enfant, comme Enfance et Partage, mène sa réflexion à partir de l'intérêt supérieur de l'enfant. Pour la voix de l'enfant, nous avons aussi longuement participé aux travaux de la Commission nationale consultative des droits de l'homme que cette dernière a menée il y a 5 ans et qui avait abouti à des orientations plutôt qu'à un avis. Je sais que prochainement, vous allez recevoir la Commission nationale consultative des droits de l'homme dont je suis membre. La voix de l'enfant, comme je l'ai dit, a toujours affirmé que dans l'intérêt de l'enfant, comme le signifient les conventions et les traités internationaux et européens, et en particulier la Convention internationale des droits de l'enfant, nous devions défendre le principe d'une famille pour un enfant et non un enfant pour une famille. La voix de l'enfant regrette la précipitation du débat qui a été engagé, car il est difficile, depuis la décision du Conseil des ministres du 7 novembre dernier, de relever toutes les contradictions, tant au niveau des textes internationaux qu'au niveau national, et en particulier du Code civil. Jusqu'à ce que relever le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966. Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps raisonnable avant et après la naissance des enfants. Faire en sorte que l'éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l'homme et de la femme dans le soin d'élever leurs enfants et d'assurer leur développement, étant entendu que l'intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas. Et puis la Convention internationale des droits de l'enfant, qui met en exergue que les décisions des États qui ont ratifié cette convention est avant tout l'intérêt supérieur de l'enfant. Par ailleurs, l'enfant est enregistré aussitôt sa naissance, et dès celle-ci, il a le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Mais sur cette question d'identité qui tient à cœur à la voix de l'enfant, puisque depuis 15 ans maintenant, dans le monde entier, la voix de l'enfant fait en sorte de donner un état civil aux enfants là où ces associations interviennent. Pourquoi ? Parce que l'enfant qui a droit à une identité, à une personnalité juridique, il doit avoir un état civil. Et qu'est-ce qu'il y a sur cet état civil ? Eh bien, l'état civil indique la lignée paternelle et la lignée maternelle. Et il donne un nom qui en découle. Cela fait donc partie des droits fondamentaux et donc des droits de l'homme. La voix de l'enfant déplore une réflexion sociétale et des définitions précises dans l'exposé des motifs. C'est vrai que pour nous qui avons l'habitude de travailler, et je sais que parmi bon nombre des députés, nous avons des ministres de la famille. Et quand ils nous ont sollicité, l'exposé des motifs était sur le fond, était détaillé. Là, nous avons un exposé des motifs qui est technique, purement de droit. Nous n'avons aucune définition, alors que l'on remet en cause dans les chapitres qui suivent, dans les articles qui suivent, père, mère par parent, parents par membre de la famille, mais à aucun moment on nous donne une définition. Qu'est-ce que l'on entend par parent ? Qu'est-ce que l'on entend par membre de la famille ? La petite cousine ? Le mari, le mari de la tante ? De qui parlons-nous quand nous parlons de ces membres de la famille ? Alors, je ne reviendrai pas, nous vous laisserons notre note sur les définitions que nous avons mis un petit peu en exergue sur ce qu'était le parent, au masculin, le père et la mère, l'adjectif, les parents, personnes liées à une autre, par le sang ou par le mariage. Voilà. Qu'allons-nous faire de ces définitions ?
Allons-nous transformer tous les dictionnaires, les Larousse? Ce texte, pour nous, aussi une question. Est-ce que ce texte ne dénature-t-il pas la notion de père et de mère en les remplaçant par parents, dont la définition, comme nous le savons, est plus large dans sa deuxième déclinaison. Parents, ce sont des membres. Ce qui peut engendrer de nouveaux contentieux devant les tribunaux. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter qu'à ces premiers mots. Il va falloir que nous étudions les conséquences qui risquent d'en découler. Et concernant les membres de la ou de sa famille, qui sont-ils? La Voix de l'enfant demande donc que des définitions soient apportées à ce texte et que les personnes, membres de la famille ou de sa famille, soient clairement précisées. De façon plus générale, la Voix de l'enfant s'inquiète sur la portée d'un tel texte, d'abord par rapport à l'enfant, notamment parce que chacun de nous n'a de cesse de rappeler qu'il est primordial pour sa construction qu'il ait des repères. Car dans la vie quotidienne, ces repères avec un C, sont sa mère et son père. Ou, parfois, sa mère seule. Et ces premiers mots, c'est avec un S, sont papa et maman qui découlent de père et mère. Donc nous voyons que cette référence au père et à la mère et à papa et maman sont les premiers repères pour un enfant. La Voix de l'enfant considère qu'il y a une antinomie entre prendre en compte certaines situations particulières, à juste titre, comme cette demande du droit à l'enfant, et légiférer pour en établir un cadre. Elle pense qu'il y a des réponses pour tous les couples de même sexe qui ont aujourd'hui un ou des enfants. La Voix de l'enfant rappelle qu'un certain nombre de textes législatifs permettent déjà de demander l'autorité parentale, un conseil de famille, et que le parent biologique peut établir un testament en faveur de son compagnon ou de sa compagne. Alors, au-delà déjà de ces textes existants, il y en a un que la Voix de l'enfant voudrait voir évoluer. C'est l'adoption simple. Car en faisant évoluer ce texte de l'adoption simple, vous savez, qui demande le consentement de l'enfant à 13 ans, si on simplifiait ce texte, eh bien, il donnerait la possibilité au compagnon ou à la compagne du parent biologique d'avoir des droits sur cet enfant. Donc, plutôt que de chambouler un code civil, de chambouler le code de la famille, le code de la santé, le code pénal, le code de procédure pénale, sans parler du code du travail et autres, eh bien, nous pourrions peut-être, avant de nous précipiter, essayer de voir en aménageant ce texte de l'adoption, cet article sur l'adoption simple, en facilitant peut-être l'autorité parentale, parce que j'ai entendu dernièrement dans des auditions que c'était compliqué d'aller demander l'autorité parentale pour le compagnon ou la compagne. Eh bien, facilitons les choses. Oui, la voix de l'enfant. Et pour que l'on facilite le parcours de ces parents de couples de même sexe qui ont des enfants à charge et qui éduquent leurs enfants, que ces enfants aiment. Il n'est pas question de prendre des mesures qui aillent à l'encontre de cela. Mais il n'est pas non plus question de toucher au fondement même de ce qui fait l'identité et le devenir, la construction même d'un enfant. Donc là, concernant ensuite, puisque dans ce texte, de ce mariage découle la possibilité, donc l'autorisation, toutes les possibilités d'adoption plénière. Nous savons tous qu'il y a très peu de possibilités d'adopter en France. Donc c'est un peu hypocrite de donner cette possibilité d'une adoption. Ils sont plusieurs milliers en France de couples hétérosexuels qui demandent l'adoption et qui ne l'obtiennent pas. Ils ont l'agrément, ils attendent. Et du coup, ils se tournent vers l'étranger. Et vous savez, comme nous, qu'aujourd'hui, si vous allez interroger vos collègues belges, vos collègues espagnols, eh bien, les pays étrangers refusent l'adoption aux couples de même sexe. Alors,
qui va avoir le droit à cette adoption? Eh bien, la Voix de l'enfant s'interroge si ce texte ne va pas intensifier le trafic d'enfants pour ceux qui auront les moyens d'aller acheter un enfant sur un catalogue dans certains États des États-Unis ou autres pays. Or, je rappelle que la France a ratifié la Convention des droits de l'enfant. Et plus encore, la France a ratifié le protocole à cette convention de lutte contre la vente des enfants, contre la prostitution et la pornographie. Il y a quelques mois, je rappelle que le rapporteur spécial des Nations Unies, le docteur Najet Mjid, qui a créé le premier centre enfants des rues à Baïti, à Casablanca, le centre Baïti, qui est membre de la Voix de l'enfant, qui est rapporteur spécial, était en France. Et en octobre dernier, elle était justement aux États-Unis pour essayer d'avoir des éléments sur ces trafics d'enfants, car il y a un véritable trafic. Donc, n'allons-nous pas amplifier ce trafic? Et surtout, comment allons-nous régler la question du statut de ces enfants? Donc, nous pensons qu'il faut être raisonnable, ne pas se précipiter, peut-être rechercher des solutions, parfois simples, comme cette adoption simple, avant même d'adopter un texte qui va chambouler une société. Enfin, dans le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'égalité des droits et de la Convention internationale des droits de l'enfant, la Voix de l'enfant appelle, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, mesdames et messieurs les députés, à ne pas se précipiter pour adopter un texte législatif qui, pour répondre à la demande de quelques milliers de personnes de même sexe, viendrait d'un coup de revers de manche balayer les fondements mêmes de la filiation. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci pour vos propos préliminaires assez différents entre vos deux associations. Avant de laisser la parole à mes collègues qui ont demandé des questions, j'aurais voulu éventuellement en poser deux. Madame Ruel, vous avez dit que l'arsenal juridique pourrait vous permettre d'aider... Non, c'est monsieur... Pardon. Ah, vous voulez parler? Ah, excusez-moi, je pensais que vous aviez... Parce que vous avez été long. Mais bon, voilà. Il faut nous laisser le temps de vous poser des questions, mesdames, messieurs. Donc, allez-y, 2-3 minutes, peut-être. Ah, je suis désolé, docteur, je n'avais pas vu que vous vouliez parler. Je suis membre de la Voix de l'enfant depuis très longtemps et je suis psychiatre. Je ne viens pas pour parler de l'éventuel impact d'une adoption par des parents de même sexe sur un enfant. Je ne suis pas un spécialiste d'enfants. Mais je viens parler de ce que j'ai pu apprendre auprès des sujets transsexuels dont je m'occupe depuis plus de 20 ans et j'en ai vu plus d'1 millier. Donc c'est une expérience unique qui me permet de faire aujourd'hui un plaidoyer pour le genre et de dire que ce texte pose le problème de la dédifférenciation des sexes. Tout ceci dans un contexte d'ailleurs d'un débat étrange que nous avons observé dans notre société sur le genre, en tant que genre masculin-féminin. Donc je voudrais simplement poser 2-3 questions. Une question qui a déjà été soulignée par le philosophe Jean-François Mattei. Pourquoi toutes les sociétés humaines ont toujours distingué les hommes et les femmes? Sur quel fond l'édifice grammatical, culturel et politique prend-il appui? Mais je peux poser la question inversement. Pourquoi la confusion des sexes nous fait-elle peur? Menace-t-elle notre survie? Je rappellerai que l'assignation sexuelle dans le genre humain repose sur des facteurs biologiques, psychologiques, éducatifs et sociaux qui sont forts. Je dirais que le socle culturel du genre est solide, l'ancrage biologique est profond, mais la construction de l'identité de genre chez un enfant n'est pas acquise d'emblée. Elle s'acquiert et c'est sur quoi je voulais insister, parce que les personnes
que j'ai eu à connaître m'ont beaucoup parlé de cette réalité qui ne remet en aucun cas en cause la dualité constitutionnelle de notre espèce. Merci. Je suis désolé, monsieur Adamant, de vous avoir quasiment empêché de parler. Non, mais je n'avais pas vu que vous souhaitiez... voilà, et désolé de vous avoir du coup contraint dans un temps très court, mais je me dois de le faire. Très rapidement, les deux questions que je vous souhaitais poser. Donc, à Madame Ruel, vous avez évoqué l'idée selon laquelle le texte vous apportera pour demain, avez-vous dit, je l'ai souligné dans mes notes, à un couple homosexuel des solutions que donc vous n'avez pas aujourd'hui. Quelles sont dans les sollicitations que vous pouvez avoir concrètement, mais très concrètement, sur les appels que vous pouvez avoir ou les demandes d'aide justement, quelles sont les problématiques sur lesquelles il vous semble le plus urgent d'apporter des aides? Quelles sont en creux les problématiques sur ces couples-là pour lesquelles on vous sollicite le plus? Et puis peut-être une question aussi pour Madame Brousse. Vous avez à plusieurs reprises insisté sur le fait qu'il fallait que nous prenions notre temps. J'ai le sentiment que nous le prenons tout de même, mais en imaginant, avez-vous dit, des solutions juridiques qui existent aujourd'hui, ou de l'adaptation de solutions juridiques qui existent aujourd'hui et qui pourraient se conformer, en tout cas permettre de faire accéder à ces enfants et ces couples-là des droits. Est-ce que vous avez réfléchi à cette question de manière approfondie et quelles sont ces solutions juridiques existantes qui, pour vous, ne méritent pas finalement qu'elles soient modifiées pour s'appliquer aux couples homosexuels? Je pose ces deux questions, je donne la parole à mes collègues et puis vous prendrez la parole les uns les autres pour collectivement y répondre. Claude Greff. Pardon. Pardon, Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci de pouvoir entendre aujourd'hui les conséquences que ce projet de loi peut avoir sur les enfants. Autant nous sommes tous à reconnaître que l'homophobie ne doit plus exister, autant il est important aujourd'hui dans ce projet de loi de voir les conséquences d'un tel choix. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Madame Ruel et lui poser en gros deux questions, même si j'en ai d'autres à lui poser encore. Deux choses m'ont interrogée. La première, à savoir, vous nous avez demandé à ce que le droit s'adapte et se penche sur les réalités sociales. Et là, je vous pose une question. Les réalités sociales, elles sont multiples. Et en l'occurrence, la réalité sociale que tout à chacun est à même d'être confronté, ça veut dire la violence. Est-ce que pour autant le droit doit s'adapter à cela? Est-ce qu'on ne doit plus punir une violence? Mais c'était un exemple, mais il y en a évidemment bien d'autres. C'est la raison pour laquelle je ne pense pas que le droit doive se plier aux réalités sociales ou s'adapter aux réalités sociales, mais c'est plutôt dans la démarche inverse qu'on doit voir les choses. Mais c'est mon sentiment et c'est la raison pour laquelle je vous pose cette question. La deuxième question, à votre connaissance, vous n'avez pas de traces de violence dans les familles homoparentales. Je crois pouvoir abonder dans votre sens, puisque la famille homoparentale n'est pas vue, en tout cas observé depuis déjà très très longtemps, et je crains malheureusement que cette violence dont je faisais référence tout à l'heure existe partout. Et croyez-moi, il n'y a pas que des purs chez les personnes homosexuelles. Ce sont des êtres humains qui ont une sexualité et que l'on a définie en tant que telle, mais ce sont des êtres humains et la violence existe partout. Donc à ce titre-là, nous devons être les protecteurs, alors évidemment des êtres humains en général, mais plus particulièrement des enfants, et c'est la raison pour laquelle j'ai cette interrogation sur ce deuxième point. Et puis remercier Madame Brousse pour son intervention. L'attention que vous avez, de par votre expérience dans l'association qui est la vôtre, sur les droits de l'enfant et la Convention des droits de l'enfant, nous met bien souvent en évidence des trafics d'enfants, des difficultés de vie d'enfants. Je rejoins donc en effet votre analyse, mais je vous pose une question, comme je l'ai posée à Madame Ruel.
le problème de l'adoption, et plus particulièrement de l'adoption simple, est un vrai problème, parce que d'abord, il n'est pas connu des citoyens français. Beaucoup pensent à l'adoption plénière, mais jamais, ou en tout cas très peu, à l'adoption simple. Il me semble en effet tout à fait pertinent de revoir, en tout cas d'éclairer les Français sur l'adoption simple, ce qui réglerait déjà dans un premier temps les difficultés que certains rencontrent dans les familles recomposées ou ce que vous appelez aujourd'hui les familles homoparentales. Tant et si bien qu'on ne peut pas parler d'homoparentalité puisque ce mot n'existe pas aujourd'hui. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Greff. Madame la rapporteure pour avis. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci pour vos interventions. Moi, je voudrais vous poser 2 questions. La première, c'est par rapport à la construction de l'identité de genre. Ne croyez-vous pas que cette construction, elle se fait effectivement dans la famille, mais elle se fait également au-delà de la famille. C'est toute la vie sociale qui existe autour de l'enfant, quelle que soit la forme du couple ou de la famille monoparentale dans laquelle il vit. Donc j'aimerais que vous puissiez me donner votre point de vue sur ce point. Et la deuxième question serait sur l'intérêt de l'enfant. Donc vous avez d'ailleurs tous les 4 mis en avant l'égalité des droits et l'intérêt de l'enfant, mais pas forcément en le déclinant de la même façon. Ceci étant, moi j'aimerais vous demander, notamment à vous qui êtes l'association La Voix de l'Enfant, en quoi pensez-vous que l'enfant a besoin d'un père et d'une mère ? En quoi ces rôles seraient-ils différents et en quoi 2 parents de même sexe ne pourraient pas remplir ces fonctions? Parce que je pense que c'est intéressant ensuite pour pouvoir aller plus loin dans la façon dont on peut être à même d'élaborer une loi. Je vous remercie. Merci, Madame Corinne Narassiga. Merci beaucoup pour vos interventions. Je suis désolée d'être arrivée un petit peu en retard. J'ai manqué le début de votre intervention, Madame Ruel, mais j'ai bien compris, je crois, dans ces conclusions, le sens de vos propos. Je voudrais peut-être approfondir un petit peu la question. Alors, je m'excuse si vous l'aviez abordée en début de votre intervention, mais justement par rapport à la différence, à la manière dont les enfants grandissent dans des familles homoparentales et dans des familles avec des parents hétérosexuels ou des familles recomposées en général. On a entendu dans la table ronde de la semaine dernière la question des discriminations dont souffrent les enfants par rapport au fait que leur filiation ou leur famille n'est pas reconnue en tant que telle. Donc est-ce que, justement, puisque vous avez dit déjà qu'il n'y a pas d'impact particulier à être élevé par des parents homosexuels ou hétérosexuels, est-ce que par contre, il y aurait une souffrance particulière des enfants qui grandissent dans des familles homoparentales de ne pas voir leur famille reconnue comme toutes les autres familles. Donc si vous avez observé pratiquement chez les enfants des souffrances particulières par rapport à la situation actuelle. Et à Madame Brousse, je voudrais revenir un petit peu sur la question de l'adoption et j'ai bien compris vos inquiétudes quant à la réalité de la situation, c'est-à-dire le fait qu'il y a effectivement très peu d'enfants à adopter en France aujourd'hui et que l'adoption internationale est à peu près impossible pour des couples homosexuels. Ceci étant dit, je pense qu'en réalité, la manière dont la loi s'appliquera, c'est qu'elle permettra à une majorité de couples existants de permettre à un conjoint d'adopter l'enfant de son conjoint. Et est-ce que, puisque si vous reconnaissez tout à fait l'existence de ces familles homoparentales et que vous ne remettez pas en cause le droit de ces enfants à continuer à grandir dans ces familles-là, pourquoi faites-vous une différence entre les droits de ces enfants à tous avoir une double filiation correctement, pleinement établie par rapport à des enfants qui naissent dans des familles hétérosexuelles? Merci. Merci. Je vous laisse la parole les uns et les autres pour répondre à ces questions. Vous avez 5-7 minutes chacun. Je vous en prie, Madame Ruel. Pour répondre immédiatement à votre question, Madame,
Je crois que le premier rôle, c'est l'importance d'expliquer le plus rapidement possible à l'enfant d'où il vient. Ça, c'est la première étape à faire. Un enfant, il peut comprendre, il peut s'adapter. En ce qui concerne la stigmatisation, vous le savez bien, de toute façon, les enfants sont assez cruels les uns avec les autres, que ce soit dans une famille monoparentale, lorsque le papa est parti, cet enfant-là, il entendra aussi des choses qui seront assez douloureuses. Mais s'il est bien préparé et si on lui a expliqué que de toute façon, la vie, elle vient d'un homme et d'une femme. Mais il se trouve que je parle dans un couple d'hommes. Là, évidemment, il va falloir lui expliquer d'où il vient. Et ça, il est tout à fait capable de le comprendre. D'où l'importance de dire ce que j'avais dit au départ, c'est-à-dire qu'il faut que les parents, que les éducateurs, que je me rappelle plus ce que j'ai dit d'ailleurs, les professionnels, les enseignants, il faut vraiment qu'ils soient aussi dans la boucle pour pas que ces enfants soient stigmatisés. Parce que là, ça peut être une souffrance. Mais dans ces familles homoparentales, il y a à côté des grands-parents. Ces grands-parents, je parle toujours dans le couple homme-homme, ces grands-parents, il y a des grands-mères, il y a des tantes qui vont apporter en toute intelligence, puisque la famille a accepté la sexualité de leurs enfants. Donc ils s'y sont déjà préparés, ils ont déjà fait un grand pas. Il reste qu'après, au rôle des sexes, on va dire opposés, grand-père, grand-mère, d'assurer cet équilibre indispensable à un enfant qui apporte ce côté féminin qui n'est pas forcément visible dans le couple. Mais je pense qu'une dose d'amour, une dose importante de tolérance et encore une fois d'humanité remplacera certainement beaucoup plus que parfois dans des couples hétérosexuels où il n'y a pas une cohésion dans le couple. Tout l'important pour la construction de l'enfant, c'est cette intelligence et cette explication le plus rapidement possible de ses origines. Enfin, c'est notre avis à nous. Vous avez répondu à toutes les questions qui ont été posées? Non, j'ai pas répondu. Allez-y, continuez alors. Je vous laisse poursuivre. Alors, c'est Madame Grève qui me posait les droits de l'enfant, n'est-ce pas, Madame? Un enfant, et la Convention internationale des droits de l'enfant a été là pour ça, faire valoir que chaque enfant a des droits. Bon, aujourd'hui, on le sait, ces droits, parfois, ne sont pas respectés. Mais enfin, il s'agit quelque part aussi d'une grande hypocrisie, puisque ces enfants qui sont déjà adoptés, qui vivent, qui pour certains sont déjà presque des adultes, qui ont été élevés dans un couple homoparental, que ce soit homme ou femme, pour en avoir interrogé un certain nombre et fait une étude très sérieuse là-dessus, ils ne comprennent pas aujourd'hui pourquoi il y a ça pose tant de questions. Ils ont dû, tout au long de leur enfance, expliquer. Ils l'ont intégré. Mais aujourd'hui, la deuxième souffrance vient maintenant de ces débats qu'il y a autour de ça et tout ce que ça fait remonter de négatif. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, c'est des choses assez puissantes, assez dures qui sont dites. Et c'est vrai que ces enfants, aujourd'hui, ils souffrent et ils le disent. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire, Madame
aujourd'hui, on sait tous bien que... Pardon, Monsieur le Président. Je vous en prie, allez-y. Oui, on sait tous bien aujourd'hui que le mariage n'est pas forcément basé sur l'amour, Madame. Mais Parce je ne que parle si pas le- du mariage. Moi, je ne parle. Alors Enfin, là, je le n'ai. projet de alors, loi, je vous rappelle, pardonnez-moi, parle du mariage homosexuel. Et c'est déjà l'objectif premier. Après, on parle de PMA et de GPA. On en a parlé ce matin lors de la commission, puisque c'est une évidence aujourd'hui. Tout cela sera évidemment inscrit dans la loi, puisque ça le sera soit par le gouvernement, soit par des amendements socialistes. C'est une réalité dont il faut aujourd'hui en prendre conscience. Ce que je vous disais aujourd'hui, c'est que le mariage n'est pas basé que sur l'amour. Si l'amour était le seul vecteur du mariage, auquel cas nous aurions appelé ce projet de loi le mariage pour tous, puisque évidemment, par l'amour, un oncle peut très bien épouser sa nièce, ou le père épouser sa fille parce qu'il l'aime d'amour, et ça existe dans des familles, vous le savez tout comme moi, dans bien des familles, même le grand-père qui aime sa petite fille. Donc si tel était le cas, à ce moment-là, ça serait le mariage pour tous. Nous sommes en train de parler du mariage homosexuel, c'est différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui nous est proposé, c'est d'uniformiser quelque part le mariage pour le rendre accessible à toute personne. Et c'est en cela que justement il faut voir les incidences qu'il peut y avoir sur l'enfant, parce que deux hommes ou deux femmes s'aiment, moi je n'ai aucune opposition à ça, absolument rien. Et d'ailleurs ça ne me regarde pas. Chacun vit sa vie comme il l'entend. Sauf que là où j'interviens, c'est que je veux savoir quelles sont les conséquences pour l'enfant. C'est ça qui m'intéresse. Le fameux droit de l'enfant, c'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question qui était de savoir est-ce que c'est au droit à s'adapter à la société ou systématiquement. C'était la question, ce n'est pas les droits de l'enfant. Moi, j'ai assisté à la Convention des droits de l'enfant en tant que ministre. Croyez-moi, ce que j'ai vu, malheureusement, n'était pas forcément très beau, mais ça n'était pas qu'en France, c'était partout dans le monde. La Convention, c'est ça, hein, ça va bien au-delà. Merci, chers collègues. Madame Ruel, est-ce que vous voulez compléter avant que je donne la parole à Madame Brousse? Oui, en ce qui concerne le mariage, c'est vrai qu'on est là pour parler du mariage homosexuel. On n'a pas pris, nous, on ne prend pas de position pour ou contre le mariage homosexuel. On ne fait aujourd'hui le constat que de ce qui existe. Aujourd'hui, il y a des couples qui, c'est vrai, ne sont pas mariés, qui ont donc adopté des enfants, et c'est cette question du statut des enfants, nous, en France et Partage, qui nous intéresse. Voilà. Madame Brousse, est-ce que vous voulez, ou Docteur Cordier, comme vous voulez, répondre aux différentes questions que nous vous avons posées? Monsieur le Président et Mesdames, Messieurs, vous nous avez posé essentiellement des questions. Pour quelques points, je souhaite plutôt que ce soit le Docteur Cordier qui réponde. En ce qui concerne l'adoption simple, c'est vrai, reconnaissez que on a été pris un tout petit peu de cours là, c'est pour ça que je disais pas de précipitation, parce que nous disions, parce que c'est vrai que nos juristes actuellement, des avocats de la Cour de cassation, Conseil d'État et autres, travaillent sur des propositions que nous vous déposerons à la Commission dès qu'elles seront prêtes. Nous pensons véritablement, parce que c'est vrai que je pense qu'il y aurait eu que la question du mariage. Les choses se seraient posées différemment. Ce sont les conséquences, là. Quand vous lisez, et vous les lisez plus souvent que moi, hein, quoiqu'en ce moment, c'est quand même un peu notre livre de chevet, le projet de loi, on s'aperçoit quand même, père, mère, disparents, bon, c'est quand même c'est le fondement même de ce code civil et d'autres codes qui vont être impactés par ce texte. Donc, c'est pas... Ça va au-delà, hein, vraiment au-delà, parce que c'est l'enfant, mais c'est aussi notre société aujourd'hui française pour nous. Hein, quels sont les fondements? Donc c'est ça qui nous interpelle aussi à la Voix de l'enfant. C'est quelle société pour demain pour nos enfants, hein? C'est plus de père, plus de mère, parents. Bon. Et c'est surtout tout cette... Ça va créer nous revenons sur cette idée qu'il va y avoir d'abord des amalgames, il va y avoir des confusions, des contradictions, et on va avoir beaucoup de situations qui vont se retrouver devant les tribunaux. Parce que, Madame, et je vous remercie pour votre question, vous avez interpellé la Voix de l'enfant, et je remercie Madame Greff aussi, mais je ne sais pas qui est votre voisine, Madame... Madame Narassiguin. Merci. Vous avez posé justement cette question de ces enfants. Pardon. Excusez-moi, j'ai eu un trou.
Peu importe. Bon, vous nous avez interpellé, la voix de l'enfant, sur cette question, et vous-même, Madame le rapporteur, de ce que ça change de grandir ou non dans un couple avec un homme, une femme, 2 hommes, 2 femmes. Moi, je vais répondre sur l'autre partie, avant de laisser la parole au docteur Cordier. Je voudrais savoir si ce texte, il est là pour résoudre un nombre de situations connues aujourd'hui, de couples de même sexe qui ont des enfants. Alors, c'est pour ça que la voix de l'enfant dit « Ne faut-il pas déjà trouver une réponse à ces situations d'enfants qui sont nés parce que insémination à l'étranger, parce que même en France, parce que mère porteuse en France, puisque nous savons que ça existe, et ça, si vous voulez des témoignages, nous pouvons vous les apporter, car nous les avons entendus. Donc si nous les entendons, vous pouvez les entendre. Donc aujourd'hui, il y a de réelles situations. Avant ce texte, il nous paraît, nous, à la voix de l'enfant, important d'apporter des réponses à ces situations dont parle si justement Madame Rouel. Mais ce n'est pas la même chose que ce texte. Ce sont 2 sujets différents. Il y a une situation en cours, réelle, de jeunes en souffrance, d'enfants en souffrance, et d'autres qui ne le sont pas. Parce que nous avons aussi rencontré des jeunes en souffrance, et nous en avons rencontré qui ne revendiquent rien. Ils disent, on voudrait bien qu'on ne parle plus de nous. Bon. Donc, vous voyez, je crois aussi que c'est ni blanc, ni noir, ni noir, ni blanc. La voix de l'enfant voudrait essayer qu'il y ait cette réflexion, justement sereine, qu'on apporte une réponse aux situations existantes. Alors, le chiffre varie entre 10 000 et 40 000, selon qui parle. Mais c'est rien, 10 000, 40 000. Une réponse à cette situation, on les met à plat. Et on regarde, est-ce que c'est plutôt adoption simple? Est-ce que c'est plutôt autorité parentale? Est-ce qu'il faut simplifier l'autorité parentale? Est-ce que ça doit être accompagné avec un conseil de famille et un testament qui aurait des normes très claires, etc. Est-ce que c'est l'adoption simple? Et sur ces questions-là, Monsieur le Président, nous vous proposons de nous laisser quelques semaines et nous vous ferons des propositions concrètes, mais nous sommes convaincus qu'il faut d'abord répondre à ces questions qui mettent des jeunes en souffrance, et des couples, et des hommes et des femmes en souffrance. Et après, nous nous poserons la question, c'est, puisqu'on a résolu ça, est-ce qu'il y a nécessité d'aller vers un tel projet? Merci Madame Brousse. Pour répondre à votre suggestion, je vous invite vraiment à nous faire passer vos contributions, comme je le dis à toutes les associations qui sont reçues ou que je vois en dehors des auditions. Vous pouvez évidemment compléter ce que vous avez dit aujourd'hui par d'autres réflexions. Vous pouvez aussi continuer les interrogations, si vous êtes d'accord, avec nos collègues présents aujourd'hui ou ceux qui n'ont pas pu être présents. Je vous simplement, si vous pouvez nous faire passer votre contribution avant la fin des auditions, c'est-à-dire avant le 20 décembre, parce qu'ensuite nous serons dans une procédure en commission et dans l'hémicycle, et là ce sera difficile d'en prendre compte. Juste sur les 2 minutes qui nous restent, je voudrais poser une question à monsieur. Vraiment. Monsieur Cordier, je vous en prie, excusez-moi. Oui, je vais répondre à Madame le rapporteur. J'ai parlé de l'identité de genre et qu'il ne faut en aucun cas confondre avec l'orientation sexuelle. Donc, effectivement, l'identité de genre s'appuie sur... Non, mais je dis ça parce que l'amalgame a été fait. Il a été fait récemment, même dans des livres scolaires. Donc, c'est important et je suis un peu une sentinelle dans ce domaine, puisque je viens vous dire, attention, vous dédifférenciez le genre dans la manière dont est écrit la manière d'écrire le texte, pour les raisons que nous avons évoquées tout à l'heure. Bon, donc, évidemment, un enfant peut parfaitement construire son identité s'il a une mère ou seulement un père, ou qu'il a deux parents du même sexe, puisqu'effectivement il y a un relais constant dans toutes les sociétés pour consolider. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est pour dire que ce n'est pas par hasard si on a souhaité dans toutes les organisations sociales consolider l'assignation sexuelle, l'identité sexuelle. C'est sûrement très important, et c'est pour ça que je souscris à l'idée que c'est tout de même un peu court pour bouleverser dans des textes. Là, on a parlé de l'enfant, bien sûr, mais là, je parle d'un saut dans l'inconnu. Quelque chose qui modifierait le texte du mariage, modifierait tous les textes innombrables qu'on a cités tout à l'heure. Donc,
voilà, je viens pour dire, j'ai cette expérience et ces personnes que j'ai vues m'ont fait comprendre, et il faut avoir leurs problèmes pour le comprendre, combien le genre était quelque chose de à la fois très ancré dans la société, et pour ceux qui sont en problème de ce côté-là, évidemment c'est très lourd, mais en même temps c'est fragile. Merci, Monsieur Cordier. Du coup, je n'ai plus qu'une minute pour vous poser la dernière question, mais qui nécessite de votre part juste qu'une réponse très rapide. Vous avez l'un et l'autre des lignes d'écoute vis-à-vis qui permettent aux enfants de vous appeler, aux jeunes, de vous appeler éventuellement. Dans la situation actuelle où ce débat sur l'homoparentalité, sur l'homosexualité est très présent dans le débat, enfin dans le public, dans les médias. Est-ce que vous avez senti dans vos lignes d'écoute une proportion des jeunes qui sont concernés? D'abord, dans l'absolu, en dehors de ce débat, est-ce que vous avez une proportion de jeunes importante qui s'interrogent auprès de vous sur ces questions, sur leur orientation sexuelle, sur les réflexions quand ils sont adolescents, sur cette question qu'ils se posent évidemment? Et aujourd'hui, dans le cœur du débat, est-ce que vous avez senti peut-être une acuité plus particulière ou une augmentation de ce type d'appel? Donc réponse très rapide. Aucun appel d'adolescents. Nous recevons notre ligne d'écoute, c'est uniquement pour recevoir les signalements d'enfants en danger. Et en ce qui concerne notre ligne Allo parents bébés, comme je vous le disais, les mamans sont préoccupées par autre chose et pas par cela. Donc, sur nos lignes téléphoniques, nous n'avons pas d'écho, non. Et Madame Brousse, vous avez une réponse à cette question ou... Alors, nous n'avons pas de réponse au niveau de ligne téléphonique, puisque nous n'avons pas un numéro vert. Nous avons des appels, mais plus pour des conseils juridiques, accompagnement, partie civile. Par contre, nous intervenons beaucoup dans les loisirs, les sorties de loisirs. Et dernièrement, il y a quelques semaines, au parc Astérix, en effet, j'ai eu l'occasion d'échanger sur ces questions. Et plusieurs jeunes ont dit qu'ils ne se sentaient pas du tout concernés. Très bien. C'est une toute petite vision. Oui, on le prenait comme cela. Juste quelques minutes pour vous permettre de nous quitter et puis d'accueillir l'UNAF, je crois, qui vient en deuxième. On se retrouve dans 2 minutes.